vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison. Ce sera une année d'anniversaire, car l'agence Science Presse célébrera bientôt 45 ans. Nous allons vous en reparler en novembre prochain. Il y aura même une émission spéciale, promis. Aujourd'hui, ce sont les changements climatiques qui nous préoccupent. La saison des incendies a été particulièrement intense. Les feux ont brûlé 1,5 million d'hectares au sud du Québec et presque 4 millions d'hectares au nord du 50e parallèle, ce qui est un record depuis plus de 100 ans. Pour le Canada, on frôle les 17 millions d'hectares qui sont partis en fumée, un territoire aussi grand que la Tunisie. De nombreux citoyens ont été forcés d'évacuer leur maison, leur travail, leur ville et même donc leur vie. Cette année, les inondations à répétition et de grande ampleur au Québec ont aussi forcé également des évacuations. Ces catastrophes naturelles obligent les municipalités et les citoyens à partir ou à s'adapter, quitter sa maison ou rester, et si on reste, s'adapter au changement climatique. Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. Nous vivons une année climatique exceptionnelle, des incendies géants, des inondations à répétition, poussant l'évacuation des communautés sinistrées aux prises avec ces événements de grande ampleur. C'est ce qui nous interpelle aujourd'hui à Je vote pour la science. Nous allons donc parler de climat avec nos invités, de leurs impacts et comment nous y adapter. Je suis en compagnie de Philippe Gachon, directeur du réseau Inondations intersectorielles du Québec, le RISC, et professeur de géographie à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Yann Boulanger, chercheur scientifique en écologie forestière et porte-parole à Ressources naturelles Canada. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à tous les deux. Impossible d'ignorer les événements climatiques d'ampleur que nous avons vécus et que nous vivons encore cette année. Il y a eu de nombreuses évacuations depuis le printemps en raison des inondations, d'autres évacuations en raison d'incendies majeurs tout au long de l'été. La fumée des feux a même pollué l'air de nombreuses métropoles canadiennes et américaines parce qu'elle a traversé les frontières canadiennes jusqu'aux États-Unis, rappelant que personne n'est à l'abri des conséquences des aléas climatiques. Donc, pour commencer, comment qualifieriez-vous cet été, Monsieur Boulanger? C'est un été tout à fait extraordinaire qui sort des normes lorsqu'on parle de paramètres météorologiques, je dirais, qui sont favorables au développement des incendies. Il faut comprendre que cette année a été particulièrement chaude, particulièrement sèche, et que ces conditions-là ne sont pas seulement survenues durant quelques jours et ne sont pas non plus seulement survenues durant à quelques endroits seulement. Donc, les conditions ont été intenses, elles ont été spatialement extensives, je vous dirais. Donc, ces conditions-là sont survenues là, à la fois du côté du Pacifique, du côté de l'Atlantique, même très, très au nord, et ce sont des conditions qui ont duré très longtemps. Je vous dirais même qu'on était dans des situations records lorsqu'on parle d'indice forêt météo. Donc, l'indice forêt météo, c'est ce qui nous permet de mesurer le danger d'incendie de forêt. Ça concerne à la fois les paramètres concernant la température, les précipitations, l'humidité et la vitesse des vents. On était dans des situations records pour pratiquement tout l'été. Et quand je parle de record par une marge très, très, très importante, et ce, pour pas mal l'ensemble du pays. Donc, c'est vraiment, vraiment une année extraordinaire à ce niveau-là. Oui. Professeur Gachon, il y a eu beaucoup de gros orages cet été, mais aussi beaucoup d'inondations dès le printemps. Comment a été 2023 de votre côté? Alors, comme vient de le mentionner mon collègue Yann, exceptionnel à plusieurs points de vue. Alors, on a battu certains records, vous venez de le mentionner, notamment de précipitations sur des durées très très courtes dans le sud du Québec, mais paradoxalement, dans le nord, ça a été particulièrement sec. Juste pour, la semaine dernière, sortait un rapport de nos collègues Copernicus en Europe montrant que l'été, le mois de juillet avait été le plus chaud jamais observé depuis 1850, mais l'été 2023 est le plus chaud jamais observé depuis le début des enregistrements
donc depuis la révolution industrielle, donc depuis le début des relevés météorologiques. Au Canada, nous venons de battre, depuis 1950, c'est l'été le plus chaud à travers le pays. Et ça inclut également le Québec. Encore une fois, tout un contraste. Le Nord a été particulièrement anormalement chaud et sec. Le mois d'août un peu plus frais. On l'a tous vécu avec beaucoup plus de précipitations et des inondations, vous en avez parlé. Mais globalement au Canada, l'été 2023 est le plus chaud jamais observé depuis 1950 et au Québec. Tant au niveau des températures maximum pendant la journée, mais aussi minimum, c'est définitivement l'été le plus chaud, encore une fois, de l'histoire depuis qu'on a évidemment le début des relevés météorologiques après la Seconde Guerre mondiale. Mais d'ailleurs, surtout dans le Nord en particulier, c'est pratiquement 1 degré plus chaud que l'ancien record de 2022 d'ailleurs, l'année dernière. Et quand ce concerne les températures minimum, à peu près 0,4 degrés plus chaud que 1998, qui était aussi une année El Niño d'ailleurs, qui avait marqué aussi en particulier un été plus chaud que d'habitude. Donc plus chaud, mais ça dépend encore une fois où, particulièrement dans le nord, beaucoup plus humide dans le sud que d'habitude et beaucoup plus sec. Donc vraiment tout un contraste nord-sud avec les feux de forêt mentionnés par Yann tout à l'heure qui ont vraiment pris une ampleur qu'on n'a jamais vue au Québec, mais c'est vrai évidemment sur la majeure partie sur le Canada au complet. Et un été particulièrement pluvieux, non seulement en termes de jours de pluie, mais aussi en termes d'intensité de précipitation, avec des records dans certains coins du Québec, en particulier dans le sud, vallée de l'Outaouais, vallée du Saint-Laurent, mais surtout aussi l'Estrie, Montérégie, avec certains records qu'on a battus, en particulier en termes d'intensité de précipitation. Oui, Monsieur Boulanger, rappelez-nous combien cet été chaud a brûlé finalement au Québec et au Canada. Je pense qu'il faut différencier le nord du 50e parallèle et le sud, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Donc, un peu comme vient de le mentionner mon collègue Philippe, donc c'était très, très sec dans le nord. Donc, les conditions étaient très, très propices premièrement, aux allumages de ces feux-là, au départ de ces feux-là, premièrement, et aussi, donc, à la propagation des feux. Et ce, sur une très grande période. Donc, cette année, au Québec, comme vous l'avez mentionné, on peut séparer le Québec en 2 zones particulières qui sont quand même assez importantes, je vous dirais. Donc, là, il y a la zone au sud qui correspond à la forêt commerciale dans un certain sens, qu'on appelle la zone de protection intensive. Dans cette zone-là, si un feu survient, on va faire tout ce qu'on peut, dans le fond, pour pouvoir l'éteindre, dans le fond, pour pouvoir supprimer le feu. Alors que au nord de cette zone-là, on a la zone de protection extensive, donc la zone nordique, où on va seulement éteindre les feux ou vouloir les éteindre s'ils mettent en danger des infrastructures ou des communautés critiques. Donc dans le sud, dans la forêt commerciale, dans la zone de protection intensive, il y a eu plus de 1 500 000 hectares qui ont brûlé, ce qui a battu quand même de beaucoup l'ancien record qui avait été enregistré en 1923, donc il y a exactement 100 ans, où il y avait plus de 1,1 million d'hectares qui avaient brûlé. Donc on est vraiment très au-dessus de ce record-là. Alors que pour la zone nordique, c'est plus de 4 millions d'hectares ou à peu près 4 millions d'hectares qui ont brûlé. Là aussi, on a des valeurs là, très, très, très importantes, avec des feux de très grande ampleur, de très grande superficie, notamment, en fait, dans la zone de protection intensive, on a enregistré un feu de plus de 460 000 hectares. Donc, c'est vraiment un énorme feu. C'est le plus grand feu jamais enregistré dans la zone de protection intensive. C'est entre autres, le feu de Lebel-sur-Quivillon, là, dont on a beaucoup entendu parler cet été. Et dans la zone nordique, il y a même un feu qui fait plus d'1 million d'hectares. Donc, c'est vraiment très, très exceptionnel, ces chiffres-là. À l'échelle du Canada, on est plutôt en fait, la semaine passée, on était déjà à plus de 16,5 millions d'hectares,
qui plus que double, en fait, l'ancien record de 1989 qui était de 7,6 millions d'hectares. Juste pour vous donner une idée là, de ce à quoi ça peut correspondre, un chiffre aussi élevé, donc 16,5 millions d'hectares. On parle de la taille de certains pays, notamment c'est plus grand que la Grèce, c'est plus grand que la Tunisie. Donc, on est vraiment dans des superficies énormes. Oui, au Canada, il y a souvent des feux qui brûlent environ 2 à 2,5 millions d'hectares par année. Quelles sont les zones vulnérables et celles qui le sont moins? Peut-être pour rester encore un peu avec vous, M. Boulanger. Oui, absolument. Donc, vous avez raison. Le feu fait partie intégrante de l'écosystème, je vous dirais, canadien, notamment en forêt boréale. Donc, lorsqu'on parle de la forêt boréale, évidemment, on parle des forêts conifériennes qui s'étendent un peu de bout à l'autre du Canada, notamment au nord du 50e parallèle. Donc, ce sont des régions qui sont particulièrement exposées au feu, qui contiennent une végétation qui est particulièrement inflammable et de façon plus spécifique, je vous dirais, certaines régions certaines parties de cette forêt boréale-là passent plus souvent au feu que d'autres, notamment au Québec. Toute la région qui a brûlé cette année, c'est une région qui aussi passe relativement fréquemment au feu, notamment la région de la baie James. Ailleurs au Canada, le centre du pays, dans le nord de la Saskatchewan, territoire du Nord-Ouest. Donc, ce sont des régions qui sont particulièrement affectées par les feux, mais cette année, on parle d'une ampleur qui est tout simplement inégalée. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Gachon, quelles sont les zones ou les municipalités qui sont plus vulnérables au climat et plus vulnérables aux inondations? Alors, on en a beaucoup sur le territoire. Il ne faut pas oublier que à peu près 80% des municipalités au Québec sont directement ou indirectement affectées par les inondations parce qu'on est beaucoup construit au bord de l'eau, que ce soit au niveau à la fois des rivières et des lacs. Cette année, ce qui a été particulier, c'est vraiment, comme je le mentionnais tout à l'heure, à cause du temps particulièrement humide et des fortes intensités de précipitations, beaucoup de municipalités le long de la vallée de l'Outaouais, certains secteurs de Laurentides, Montréal aussi, on a connu des précipitations extrêmement intenses avec des débordements d'égouts, des endroits aussi où on s'est retrouvé, il y a même des centres commerciaux qui se sont retrouvés avec à devoir évacuer du monde parce qu'il y avait de l'eau avec de fortes intensités de précipitations. La vallée du Richelieu. Cette année, la vallée du Richelieu a été affectée en particulier au mois d'août par des grandes quantités de précipitations et toute l'Estrie. Un peu certains secteurs aussi de Mauricie, notamment plus tôt, je dirais, cette année en été. Mais généralement, de toute façon, on s'entend aussi, on l'a vu aussi avec les événements du Saguenay, il ne faut pas oublier aussi qu'on a eu 3 morts aussi lors de l'événement de fortes précipitations au Saguenay. Et tout le secteur de la vallée du Saint-Laurent, l'érosion côtière aussi, là on va rentrer dans notre mode automnal avec potentiellement aussi des tempêtes plus intenses que d'habitude, tout simplement parce que l'Atlantique est beaucoup plus chaud que d'habitude, donc des phénomènes de submersion côtière et d'ailleurs le ministère de l'habitation, la MAMACH vient d'ailleurs de créer un bureau de projet sur l'érosion côtière pour tout le secteur de l'Est du pays et c'est de très bon augure parce que ça permet justement de coordonner un certain nombre d'activités reliées à ce problème d'érosion côtière. Mais il n'y a pas véritablement de région qui est exempte de problématiques reliées aux inondations, mais on l'a vu cet été avec des inondations de forte intensité. On a vu surtout en zone urbaine et périurbaine des événements d'inondation qu'on avait rarement vus. C'est-à-dire des endroits où l'eau s'est tellement accumulée que le moindre cuvette ou petit cours d'eau a fini par déborder puis affecter évidemment, ou des routes, on l'a vu évidemment, je viens de parler du lac Saint-Jean, mais faut pas oublier aussi évidemment l'événement de Baie-Saint-Paul ce printemps dernier avec de fortes quantités de précipitations sur un manteau neigeux qui était déjà présent. Donc des inondations qui sont en train de prendre une ampleur comme on avait rarement vu, et les phénomènes qu'on avait de la difficulté à imaginer il y a encore quelques années. On était surtout habitué à des inondations printanières, mais là, cette année,
c'est vraiment particulier parce qu'on a toutes sortes d'événements d'inondation avec ce qu'on appelle des flash floods en bon français ou des crues rapides ou des endroits où l'eau s'accumule tout simplement parce qu'elle tombe en trop grande quantité face à des infrastructures aussi qui sont soit pas adaptées, soit les endroits où on s'est construit, où la moindre cuvette devient évidemment un endroit où l'eau s'accumule. Et rappelez-nous peut-être comment on peut relier les événements météorologiques au changement climatique, ce qu'on appelle la science de l'attribution. Alors, d'ailleurs, avec Yann et des collègues en Angleterre, on a fait un exercice du changement d'attribution sur les feux de forêt et montrant définitivement que le changement climatique avait en grande partie expliqué, avait augmenté de 2 fois, évidemment, l'occurrence potentielle des types de feux qu'on a vus cette année. Pour les inondations, on peut faire le même exercice. D'ailleurs, j'imagine bien qu'on va devoir le faire d'ailleurs au cours des prochaines années, mais définitivement, dans un contexte où l'atmosphère se réchauffe de plus en plus rapidement, plus l'atmosphère est chaude, plus il peut contenir d'humidité, et puis tout ça peut se transformer en des intensités plus importantes de précipitations. C'est ce qu'on a vu cet été, c'est ce qu'on a vu aussi à travers le monde, à cause évidemment de cette année 2023 qui est exceptionnelle. On l'a vu partout à travers le monde. Vous vous rappelez aussi les cyclones tropicaux qui ont affecté certains endroits, notamment en Chine, avec des endroits qui ont été fortement... On a vu des précipitations diluviennes dans certains secteurs du bassin méditerranéen, etc. Donc, plus le climat se réchauffe, plus on augmente la probabilité d'avoir des fortes intensités de précipitations. Ça ne veut pas dire que ça va être humide tout le temps. Donc, le changement climatique va aussi générer des excès et des pénuries d'eau. Mais lorsqu'on a des précipitations, elles ont plus de probabilité d'être plus intenses. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, mais avec des augmentations peut-être on n'avait pas anticipé il y a quelques années. C'est vraiment d'ailleurs particulièrement préoccupant cette année, l'intensité avec laquelle les précipitations, en particulier au Québec, nous ont affectés dans le sud du Québec. Oui, c'est une intensité aussi, des événements extrêmes qui influencent les feux, Monsieur Boulanger, parce que le climat plus sec, plus de foudre aussi. Oui, exactement. Donc, ce qu'on voit, entre autres, cette année, ou du moins depuis... En fait, il y a une tendance très générale qu'on peut établir depuis les années 50, nécessairement, voire même depuis les années 40, qu'on observe une augmentation des températures, on observe une augmentation des conditions qui sont favorables au développement des incendies, que ce soit une augmentation de l'intensité de ces événements-là, donc qui sont propices au développement d'incendies très élevés. Et on observe aussi une augmentation de la sévérité, ou du moins de la longueur de la période où on observe justement des conditions qui sont excessivement favorables au développement des incendies. Et je vous dirais donc, évidemment, donc ça prend des conditions, comme vous l'avez mentionné, donc de propagation du feu, mais ça prend aussi des allumages. Donc il faut qu'on ait un ensemble de conditions qui soient bien établies pour avoir justement des feux qui sont de très grande ampleur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a connu cette année. Donc de la foudre notamment durant des conditions qui étaient particulièrement sèches, notamment au Québec. Le 1er juin, on a eu excessivement, beaucoup d'orages isolés qui ont allumé plus de 120 feux en même temps. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait en sorte que ça a été très, très, très difficile de pouvoir combattre ces feux-là parce que tout simplement, la charge de travail dépassait la capacité de pouvoir supprimer et de contrôler tous ces feux-là. Donc, on se retrouve dans une situation où les conditions deviennent de plus en plus favorables aux allumages, mais deviennent aussi de plus en plus favorables à la propagation des feux, ce qui fait en sorte que les superficies brûlées, entre autres, augmentent de façon significative depuis déjà plusieurs décennies. Oui, pour terminer, comment on fait face à tous ces changements? On a vu plus de 100 000 évacués pour les incendies, beaucoup d'évacuations, de double évacuation à Lebel-sur-Quévillon, par exemple. Donc, comment y faire face? Évidemment, c'est pas une situation qui est très facile. Beaucoup de communautés, comme vous l'avez mentionné, ont fait face à des évacuations qui est vraiment pas facile d'un point de vue social, d'un point de vue psychologique aussi, évidemment. Donc, il y a ces communautés-là qui ont été affectées, mais il y a aussi, de façon directe, affectées par les feux, notamment que ce soit par les coupures d'électricité qui sont survenues, donc faut pas l'oublier.
les feux peuvent justement engendrer ce genre de désagréments-là pour les gens qui peuvent même se retrouver très loin des sources d'incendie, mais aussi évidemment en raison de la fumée, donc qui a incommodé plusieurs dizaines de millions de personnes en Amérique du Nord en raison des feux. Donc évidemment, c'est une situation où ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec un risque de feu qui va devenir de plus en plus important. Donc, pour ça, premièrement, il faut, pour les communautés qui sont directement affectées par les feux ou qui risquent de devenir plus affectées par les feux. Et ça, c'est vrai pour les feux, mais c'est aussi vrai pour les inondations. Donc, mon collègue pourrait vous en parler, évidemment. Donc, ce qui est bien important dans ces situations-là, peu importe le risque, c'est premièrement de pouvoir bien l'identifier. Donc, quel est ce risque-là? Jusqu'à quel point l'exposition, par exemple, des communautés pourrait être importante? Je parle des communautés, ça peut être aussi les infrastructures. Et une fois qu'on a bien identifié l'aléa, ou du moins jusqu'à quel point ce risque-là peut être important, puis jusqu'à quel point nos installations aussi sont résilientes à ce genre de risque-là. Et on peut, à ce moment-là, trouver des mesures d'atténuation qui soient spécifiques à ces risques-là. Oui, professeur Gachon, de votre côté, face aux inondations, comment s'adapter? Alors, on va devoir d'ailleurs peut-être tirer les leçons, faire les retours d'expérience et tirer les leçons apprises des événements récents. C'est vraiment important, définitivement à cause de l'occurrence de nouveaux phénomènes qu'on avait peu ou jamais observés au cours des dernières décennies au Québec. Il faut améliorer notre capacité, évidemment, à la fois de prévention, mais aussi de préparation. Je sais qu'Environnement Canada travaille d'ailleurs sur un nouveau système d'alerte pour être capable de générer une information beaucoup plus ciblée dans l'espace, mais aussi ciblée en fonction des impacts. Parce que c'est une chose d'avoir des quantités, par exemple, de précipitations de 30 mm, mais quand ça arrive sur un sol saturé ou sur de très courtes périodes de temps, c'est pas du tout le même type d'impact. Donc, cibler beaucoup plus d'un point de vue météorologique, notamment pour la prévention, l'information météorologique et développer ce que le Canada n'a pas, un système d'alerte précoce multi-aléas, donc qui tient compte de tous les phénomènes, évidemment, qui sont potentiellement dangereux au pays. Et ça, le Canada doit faire l'effort pour aller vers ce système-là, en collaboration évidemment avec les services météorologiques quand il y en a au niveau régional, mais surtout les services hydrologiques à travers les provinces. C'est vrai aussi en termes de collaboration au niveau universitaire, parce que par exemple, la surveillance, un certain nombre d'universités aussi possèdent des stations météorologiques pour contribuer justement à la surveillance du phénomène. Évidemment, si on ne l'observe pas sur le territoire, c'est aussi difficile de tirer les leçons de ce qui s'est produit sans avoir l'information météorologique. L'autre chose aussi importante, mais c'est vrai pour les feux de forêt, mais c'est vrai pour tous les aléas, y compris les inondations, c'est une meilleure préparation. Ça veut dire aussi, et il y a une bonne partie des gens qui ne sont pas complètement, on va dire, avertis, mais aussi conscients que le changement climatique, c'est une réalité, et puis qu'il y a des risques qui vont augmenter dans le futur. En particulier en Amérique du Nord, nous sommes un des endroits, évidemment, dans le pays du G20, on a la plus faible proportion des gens qui sont convaincus que le changement climatique, c'est bel et bien réel. On a beaucoup plus, par exemple, de climato-sceptiques ou de gens qui sont, évidemment, moins convaincus qu'en Europe, où définitivement, on a des taux de 90% des gens qui sont conscients que le changement climatique, c'est une réalité et qui savent que les risques vont augmenter. Donc, il y a un travail à la fois de préparation, mais aussi de sensibilisation et d'éducation. Yann en a parlé à propos des incendies, mais c'est vrai pour tous les aléas, améliorer notre capacité d'intervention. Parce qu'on a encore des stades d'intervention basés sur ce qui se passait dans les années 60, 70, 80, et aussi des infrastructures qui ne sont pas adaptées aussi. Et puis aussi, pour terminer, le rétablissement. Des personnes qui ont été affectées à la fois par des inondations, des feux de forêt, et parfois les deux, qui se combinent dans le temps de façon évidemment particulière sur le territoire. Il faut aider ces personnes-là à se rétablir. On voyait hier, la semaine dernière à la télévision, évidemment, certaines communautés, que ce soit dans le Nord ou aussi en Colombie-Britannique, qui étaient complètement dévastées parce que tout a brûlé. Il faut travailler sur ce rétablissement parce que ça prend des années à se rétablir à la fois en santé mentale. On sait que les conséquences des aléas, surtout quand ils se reproduisent fréquemment ou qu'ils se combinent,
différents types d'aléas sur le territoire, ont des impacts pas juste sur le court terme, mais sur le long terme. Donc un travail de rétablissement, revoir et si faire et reconstruire mieux, à l'abri aussi, développer notre résilience, c'est vraiment quelque chose, la gestion des risques devient une nécessité à la fois territoriale, provinciale, mais évidemment nationale, compte tenu de l'été qu'on vient de vivre. Oui, vous avez devancé un petit peu ma dernière question sur l'importance de parler des changements climatiques. Vous avez participé à une conférence sur le changement climatique au cinéma Guzzo dimanche dernier. Pourquoi avoir accepté cette invitation? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que si nous, les climatologues ou les scientifiques, on n'est pas là aussi pour confronter les fausses informations, encore une fois, la difficulté aussi à faire passer les messages. D'autre part aussi, on doit travailler aussi à continuer ce travail de sensibilisation, évidemment d'éducation, mais de sensibilisation. Et pour ça, il faut qu'on soit présent sur toutes les tribunes. Ça veut dire que, parce que plus on propage l'ignorance ou la fausse information, plus ça engendre évidemment le déni et l'inaction. Et ça, il faut combattre ça. On le voit cette année, on le voit à travers le monde, avec tous les impacts. Il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers de morts à travers le monde, avec tous les événements qu'on a connus. C'est vrai pour les vagues de chaleur, les inondations, les feux de forêt. Les feux de forêt ont tué cette année au Canada, malheureusement. Donc, et on voit évidemment l'exemple que ça a eu aussi en Grèce ou à travers d'autres pays dans le monde. Donc, tout ça pour dire que ce déni, cette inaction et cette ignorance a automatiquement un impact sur augmenter potentiellement les conséquences. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir dans ce débat-là, parce que je pense que à la fois il faut travailler à sensibiliser, combattre l'ignorance et la fausse information, pour essayer collectivement à la fois de passer à l'action et aussi inciter nos gouvernements aussi à le faire, mais de façon probante et réelle. Entendu. Je vous remercie beaucoup. Vous avez entendu Philippe Gachon, directeur du réseau d'inondation intersectorielle du Québec. Et j'étais aussi en compagnie de Yann Boulanger, chercheur scientifique en écologie forestière et porte-parole de la Ressources naturelles Canada. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine et réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vous pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Vous pouvez écouter de nouveau l'émission cette semaine en rediffusion. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une très belle semaine. Portez-vous bien. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr.